Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de The Trick Play. De nouveau un épisode preview avec mon ami Augustin. Augustin, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, et toi, Elio? Ça va très bien, je te remercie. Alors, épisode scindé en deux, on va parler de deux équipes. Georgia Tech dans un premier temps, puis Vanderbilt. Georgia Tech, les Yellow Jackets qui sont situés à Atlanta, en Géorgie, donc comme vous l'avez deviné. Ils jouent en ACC dans la division Coastal. Alors, pour remettre dans le contexte, ils jouent vraiment à côté du centre-ville d'Atlanta, au Bobby Dodd Stadium. C'est 55 000 places, un énorme stade au milieu de la ville. On peut voir en background tous les buildings de la ville. C'est une Je fac. crois, je Ouais. crois que, on a un follower, c'est Rome, qui était allé voir un match à Georgia Tech, si je ne dis pas de bêtises, ou Ah, alors ça qui me dit avait un visité truc. la fac. Ça me dit un truc, ouais. Ouais, je suis sûr qu'il écoutera ces épisodes, donc il se reconnaîtra, mais voilà. C'est une fac qui est assez réputée scientifiquement pour tout ce qui est ingénierie également. Voilà, donc c'est quand même académiquement, c'est quand même une plutôt bonne fac. Elle nous a sorti d'ailleurs le grand Calvin Johnson, qui est considéré par certains comme le meilleur wide receiver de tous les temps à NFL, ou en tout cas un des meilleurs, hein, qui était donc chez les Detroit Lions, comme vous le savez. Il y a aussi un ancien joueur, grand joueur, parce qu'il était first team All ACC à son époque pour les Yellow Jackets, c'est Joe Anoa'i. Alors comme ça vous dit peut-être rien, mais j'ai tendance à faire son introduction en parlant de Ryan dans les épisodes. Eh bien, Joe Anoa'i n'est autre que Roman Reigns, le catcheur qui est actuellement détenteur des deux titres les plus importants de la WWE. Un des plus longs détenteurs de tous les temps. D'ailleurs, ça fait 700 jours qu'il a, un peu plus de 700 jours qu'il a ces deux titres. Voilà, donc c'est pour l'anecdote, mais c'est pour expliquer aussi que c'est une fac de sport. Et Reigns, qui avait d'ailleurs un vrai shot pour la NFL et qui a, quand il était passé en pro, ils avaient découvert qu'il avait une leucémie. C'est ça qui a mis un terme à sa carrière avant qu'il s'oriente vers le catch, vers le wrestling. Donc voilà. Pas mal de personnes connues qui sortent de G-Tech. La saison 2021 des Yellow Jackets, c'est 3 victoires pour 9 défaites, donc 2 victoires et 6 défaites en ACC, avec des victoires face à une FCS, Kennesaw State, qui était une top 25 FCS quand même. Victoire face au 21e North Carolina à 45-22, 21e du top 25 à ce moment-là, UNC. Donc très très belle victoire pour Georgia Tech. Victoire à Duke également. Et puis voilà, des défaites face au reste de l'ACC. Une défaite en week 1 face à Northern Illinois d'un point. Et puis une défaite en toute dernière week face à Georgia, le numéro 1, 0-45, donc un blowout pour cette rivalité. Au niveau de l'intersaison, eh bien, ça va être la quatrième saison de l'head coach Geoff Collins, qui est l'ancien head coach de Temple. Temple à la bonne période de Temple, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à un moment, l'équipe était plutôt bonne et sortait pas mal de joueurs en pro d'ailleurs. Son bilan à Georgia Tech, il est vraiment pas fameux. C'est 9 victoires pour 25 défaites. C'est le pire record de la fac depuis Augustin, 1902. Donc, plus d'un siècle. Assez compliqué pour Collins. Il- du coup, bon, il garde son défensif coordinateur, même si il y a eu pas mal de problèmes en défense ces derniers temps, qui était aussi avec lui à Temple. Il le garde. C'est la quatrième saison également du défensif coordinateur. Mais il y a une nouvelle arrivée au poste d'offensive coordinateur, c'est Chip Long, qui était l'ancien offensive coordinateur de Notre-Dame. Il y a Il a quelques temps maintenant. Ouais, c'était, je crois, vers 2018, un truc comme ça, Hmm. 2017. Il a été offensive assistant à Tennessee. Après, l'année dernière, il était offensive coordinateur à Tulane. Il a tendance à utiliser un gros tempo, très peu de huddle. Il arrive avec 5 nouveaux assistants offensifs également. Donc voilà, toute une refonte pour l'attaque. Tu vois, ça justement, j'ai un peu du mal à comprendre ce move par rapport à ce que tu dis au fait qu'il y ait peu de huddle, parce qu'en 2020, c'était le gros problème avec la O-line de Georgia Tech. Je ne sais pas si tu te souviens de la preview de Baptiste qui disait qu'en fait, que la O-line était catastrophique parce que ça allait beaucoup trop vite, elle n'était pas coordonnée, et ça faisait du coup, il y avait beaucoup de flags à cause de ça. Euh, j'ai un peu du mal à comprendre. Alors après, s'il arrive à tout bien faire, à faire en sorte que les joueurs s'acclimatent bien à cette nouvelle un peu philosophie offensive, pourquoi pas, mais ça contredit un petit peu le passé, quoi.
Bah, je vais t'expliquer pourquoi quand on va démarrer l'attaque. Juste avant, au niveau des comités transferts, quand même, il s'est passé pas mal de choses à Georgia Tech. Alors, c'est la 54e classe au Composite. Il y a 2 ans, là, en 2020, je crois qu'ils avaient été dans le top 20 des classes ou top 25. Donc, c'était assez impressionnant. Cette année, il y a quand même 3 4 étoiles qui ont commit, dont le 24e meilleur QB du pays. Il y a 16 transferts dont 6 anciens joueurs 4 étoiles et beaucoup de joueurs qui viennent du Power 5. Donc, ultra intéressant. En revanche, de l'autre côté, on a 12 départs sur le portail des transferts, dont évidemment Jahmyr Gibbs, le running back à Alabama. Donc pour cette saison 2021, en attaque, et justement, on va revenir à ce que tu disais, le quarterback sera Jeff Sims, donc qui a un 4 étoiles, c'était le 10e du Alfred, donc 10e quarterback double menace en 2020. C'était une grosse surprise qu'il a eu à Georgia Tech, c'était assez incroyable. Il va avoir beaucoup de pression sur ses épaules cette année. Il sort d'une saison à 1500 yards seulement à la passe pour 12 touchdowns et 7 interceptions, et également 4 touchdowns à la course. Il se retrouve encore moins bien entouré que la saison dernière. Il a un nouveau coaching staff qui est très exigeant. On sait que Long, il est connu pour ses coups de gueule et apparemment, des fois, en privé, il a eu pas mal d'embrouilles avec certaines de ses équipes. Donc, un peu compliqué, voilà. Il a Igor Tudor sur le dos. Et encore une fois, il sera sous un tempo beaucoup plus élevé que ce qu'il connaissait déjà l'année dernière. Donc, en fait, en gros, apparemment, Long, il attend vraiment que Sims utilise beaucoup son jeu à la course, parce qu'on sait que c'était au lycée, en tout cas, un très bon joueur de course. Donc voilà, ce qu'il veut avec un tempo plus élevé, c'est que vraiment le joueur, sans qu'il y ait de huddle, etc., au lieu de toujours chercher la passe, là où il prend du temps, apparemment, Jeff Sims, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai vu ça sur quelques tapes, euh, il puisse un peu plus utiliser ses jambes et être un petit peu plus intelligent sur son jeu de jambes, quoi. Utiliser ce qui fait son point fort aussi au poste quarterback. Et en Et plus qui de ça, sera son backup? Tu dois le dire d'une traite d'un coup sans te tromper. alors, son backup sera Tyson Fomachan, qui est Bâtard. l'ancien quarterback de Clemson. Vous le connaissez, hein, il était doublure de Trevor Lawrence, numéro 3 derrière Trevor Lawrence, puis DJ Ugalele, numéro 2. C'est l'ancien quatrième du Alfred de 2019. Il a transféré donc à Georgia Tech. Et pareil, à tout moment, Jeff Sims il peut être benché pour Fomachan. En tout cas, c'est une QB room qui est quand même très intéressante, je trouve, pour ce programme. Au niveau du post running back, bah, la room, bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure, elle se retrouve orpheline de Jahmyr Gibbs, qui a couru pour 746 yards et 4 touchdowns. Alors, vous y méprenez pas, hein, il n'avait pas d'O-line l'année dernière. Il a réussi à faire un petit peu l'impossible. C'est un joystick humain, le gars. Il va à Alabama, il va être extraordinaire. On en reparle à la fin de la saison. Le deuxième running back, lui, il est parti chez les pros. Il reste que le redshirt junior Dante Smith qui est risqué en tout cas d'être bien seul, 378 yards et 4 touchdowns. Mais finalement, on a un transfert qui arrive et qui est intéressant. C'est un joueur qui est junior cette année, qui passe junior. Dylan Duffy, l'ancien running back de Buffalo, qui a couru pour 1000 yards et 11 touchdowns la saison dernière. Donc déjà, ça renforce un petit peu plus la running back room. Au niveau des wide receivers, bah, il y en a, les 2 wide receivers les plus importants sont partis. Et le meilleur réceptionneur, Malachi Carter, est de retour avec 489 yards et 2 touchdowns seulement l'année dernière. C'est un senior. Il sera aidé d'un sophomore qui a réceptionné 100 yards et un touchdown. Donc, un petit peu compliqué pour les deux playmakers de l'attaque dans les airs. Au niveau de la O-line, bah, il y a pas mal de changements sur la O-line. Alors, on sait qu'elle n'était pas terrible. Mais là, on a quand même quelques arrivées intéressantes du portail des transferts. Par exemple, on a un top 25 guard de l'année 2020. On a l'ancien 7e meilleur offensive tackle de 2019 qui vient d'Alabama, justement. Donc, normalement, il a quand même eu un bon apprentissage. Et il y a l'ancien 3e meilleur guard du pays en 2020 qui arrive de Clemson. Donc, il y a quelques têtes quand même. C'est toujours compliqué de construire une O-line rapidement avec des nouveaux joueurs. Voilà. On va voir comment ça se passe. Au moins, il y a un petit peu d'expérience qui arrive. Au niveau de la défense, eh bien, la défense était catastrophique l'année dernière. C'était la 121e contre la passe, 121e meilleure défense contre la passe et la 117e meilleure défense en général du pays. Donc, vous avez compris, quand je dis meilleur, c'est pire, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Au niveau de la D-line et du post linebacker, bah déjà, on a le départ en transfert de 2 gros D-line. C'est Jared Ivey qui est parti à Ole Miss et Jordan Dominic à Arkansas. Les deux qui rejoignent la SEC, donc. Il y a le retour des 2 D-line principaux qui étaient blessés. On pourrait également voir l'éclosion du sophomore Kyle Kinnard, hein, après une saison assez intéressante. Je crois qu'il a mis 2 ou 3 sacs.
Et le développement du redshirt freshman Christian Burkhalter, qui était le 23e meilleur edge en 2021 et qui arrive de UCLA en tant que transfert. Voilà. Donc, toujours aussi intéressant. Le meilleur plaqueur, en revanche, pour le post linebacker est parti, mais le linebacker numéro 2, Ainde Ele, que moi je connais, il venait de Maryland à l'époque, il sera de retour en tant que redshirt senior. Il sera aidé par l'autre senior, Charlie Thomas, qui était auteur de 70 plaquages, 3 sacs et 2 interceptions, assez versatile. Thomas est toujours intéressant. Et justement, en parlant de lui, eh bien, au niveau des DB, c'est la deuxième pire équipe du pays en interception. Ils en ont seulement eu 3 l'année dernière, dont 2 par le linebacker Charlie Thomas. Donc assez compliqué. C'est la 130e pire équipe en efficacité de défense contre la passe. Les 2 meilleurs DB sont partis en pro en plus de ça. On a les juniors Miles Smith, qui a été auteur de 3 pass deflection, et Derrick Allen, qui devrait reprendre le flambeau. Mais encore une fois, les Yellow Jackets sont armés avec le portail des transferts, hein. On a le 4 étoiles de 2020, Eric Reed, qui arrive en tant que cornerback d'Auburn. On a un autre cornerback, Kaiji Wallace, qui est un 4 étoiles en 2019, que toi, tu dois connaître parce qu'il arrive de Notre-Dame. Ils seront aidés de Kenny Bennett aussi, qui était un des titulaires à Maryland à l'époque. Bon, après, c'était pas la folie, mais il a fait quelques actions, qui est aussi cornerback. Et puis, on a 2 safety qui arrivent. On a Carigi, qui était le 29e meilleur safety en 2021. Donc, c'est Et, déjà. et qui était avant ça à LSU, hein, avant d'aller à Notre-Dame. Donc, voilà, Donc, ah oui, c'est vrai, ouais, t'as raison. Ouais. C'est pour ça que son nom, il me dit un truc. c'est un safety qui a été reconnu un petit peu, je vais dire, par ses pairs, non, mais par les spécialistes de la position, quoi. Et il sera accompagné d'un autre safety, Amari Harvey, qui était un 4 étoiles en 2021 de Auburn. Donc, il y a quand même quelques jeunes intéressants à potentiel. Il va falloir que ça se traduise sur le terrain, même si ça va être un petit peu compliqué, comme tu l'imagines. Au niveau du calendrier, il y a une week 1 face à Clemson. Euh, donc, d'entrée, c'est compliqué. Après, on se retrouve face à une FCS. Ensuite, on enchaîne sur en fait, on enchaîne sur 3 matchs hors conf, une FCS, Ole Miss et déplacement à UCF. Donc ça va être très compliqué. Et après, le reste, c'est C'est du. compliqué. Franchement, le calendrier de Georgia Tech, bon, on le sait toujours parce que en fait, Georgia Tech a un gros problème, c'est que bah, le programme est dans la division de Clemson, mais a surtout une rivalité avec Georgia. Donc tous les ans, Georgia Tech affronte Clemson et Georgia, deux équipes du top 5 ou du top 10 au pire. Tu rajoutes à ça les 3 matchs de conférence où il y en a 2 qui sont difficiles, Ole Miss et UCF. UCF, il faut aller se les taper à Orlando. Ce sera une défaite évidemment. Après, évidemment, Pitt, Duke, Virginia, Florida State, Virginia Tech, Miami et North Carolina. En fait, ils affrontent tout le monde, hormis NC State et Wake Forest. Moi, je suis comme toi, Elio. Je vois un bilan de. Putain, ça me rend triste de dire ça, mais je vois pas plus de 2 victoires, quoi. Tu les gagnes Ouais, où les pareil. matchs là? Western Carolina, Duke, peut-être parce que tu les reçois, mais après, je vois pas où ils peuvent gagner. Tu vois, même les matchs comme Virginia Tech ou Florida State, ils se déplacent à chaque fois. North Carolina aussi se déplace. Miami à domicile, ils les battront pas. Pitt, ils se déplacent, ils les battront pas, certainement pas, surtout avec la D-line des Panthers. Euh, voilà, ça va être un bilan dégueulasse. Non, mais Gus, il faut le dire, en fait, c'est un calendrier qui est dur pour n'importe quelle équipe. Ouais, Même Clemson, avec ce calendrier, c'est pas évident pour eux. Tu vois ce que je veux dire? En plus, comme tu l'as dit, dernier match à Georgia, genre du côté d'Athens. Enfin, il y a vraiment rien pour les aider, comme ouais, 2 victoires, 10 défaites, c'est ça, tu vois. Et c'est dommage parce que je pense sincèrement que, genre, par exemple, tu mets Georgia Tech en Pac-12, ils n'ont pas le même bilan, tu vois. Mais le problème, c'est que voilà, l'ACC, ça se renforce, ça devient encore meilleur. Et plus les matchs hors conf là, qui sont compliqués, bah, ça risque de pas aider le programme. Surtout que voilà, il y a beaucoup de transferts intéressants, mais c'est trop dur à tout mettre en place rapidement, je pense. Et notamment avec tout un nouveau coaching staff offensif qui vient d'arriver. Donc voilà, ça va falloir prendre du temps pour que ça se traduise sur le terrain. Sauf que le temps maintenant avec la one-time transfer rule, bah, c'est pas terrible parce que si tu fais une mauvaise saison encore, bah, tous tes meilleurs joueurs que tu as réussi à commit, sur qui tu as bossé pendant des années, bah, ils se barrent au bout d'un an. Et puis l'année suivante, c'est recatastrophe. Et Geoff Collins qui est vraiment sur la hot seat et qui pourrait être un des premiers ouais. coachs à sauter cette Ouais, saison. voilà, je pense que ça va arriver. En parlant de ça, on va passer à une autre équipe qui a eu un coach qui a effectué sa première saison, Gus. Ouais, on part chez les Commodores de Vanderbilt,
qui en 2021, pour la première saison de leur head coach, pardon, je bafouille, Clark Lea dont c'est l'alma mater, Vanderbilt évidemment, a sorti un bilan de 2 victoires et 10 défaites, dont un 0-8 en sec, avec les défaites notamment face à Eastern Tennessee State, une équipe de FCS, et 2 seules victoires face à Colorado State et Yukon, à chaque fois de moins de 3 points. Donc, autrement dit, saison dégueulasse pour Vanderbilt, hein, qui avait la 123e meilleure attaque, et la 119e meilleure défense. Là aussi, c'était catastrophique. Alors, tu sais, on parle souvent de Vanderbilt on désigne souvent Vanderbilt comme la pire équipe du Power 5, voire même du pays. Mais paradoxalement, la décennie dernière, des 2010, a été la plus victorieuse du programme. Parce que je rappelle qu'avant, ils avaient quand même deux coachs qui sont quand même des noms. Aujourd'hui, James Franklin, là-bas, qui aujourd'hui à Penn State, a eu 3 saisons positives, et Derek Mason 2. C'est pour ça que Clark Lea, en fait, a été recruté par le département athlétique. C'est pas du court terme, c'est une nomination qui s'inscrit sur le long terme. Évidemment, l'objectif cette année, ce ne sera pas de gagner 4 matchs, 5 matchs, ou ni même d'être bowl eligible, parce que c'est totalement impensable d'ici les deux prochaines années, par exemple. Mais c'est d'essayer de construire le programme, de le faire arriver sur une pente ascendante. Et puis, Et excuse-moi, je ouais, vais t'interrompre, Gus, mais Vanderbilt, il faut savoir que académiquement, c'est une très très bonne fac. C'est c'est probablement ce que j'allais dire, hein, pour les. bah, c'est probablement la meilleure fac d'ailleurs académique des SEC. Pas Ah oui. compliqué. Je suis un petit peu méchant, mais pas compliqué. Et d'ailleurs, à l'époque, ça y est, j'avais son nom depuis tout à l'heure dans Jay Cutler, à l'époque, donc le grand quarterback des Bears que vous connaissez tous, assez marrant, Jay Cutler. À l'époque, il avait choisi d'aller jouer à Vanderbilt juste pour ça, juste pour tout ce qui était la partie académique, parce qu'il savait que c'était pas un gros programme. Il avait l'occasion d'aller jouer dans d'autres gros programmes. Ça l'a pas empêché d'aller en NFL et d'avoir une carrière tout à fait honorable par la suite. J'allais venir là-dessus en parlant de l'intersaison parce que le recrutement 2022 a été excellent. Vanderbilt a récupéré la 45e classe du pays et je crois la 32e au composite avec 22 joueurs dans le top 1000. Alors 22 joueurs, en général, quand je sors ce genre de stats, c'est pour Alabama et c'est 22 joueurs dans le top 300. Vanderbilt, c'est dans le top 1000, mais il ne faut pas s'y méprendre. C'est une belle performance quand tu compares aux années précédentes. En gros, tu as un jump de 10 places sur le classement. Et en fait, c'est une très très bonne classe au vu des difficultés auxquelles euh, fait face Vanderbilt, parce que d'abord, tu as la concurrence en sec, tu as 13 autres équipes qui recrutent, mais comme des chiens. Et puis, tu as le niveau académique, comme tu as dit, c'est la meilleure fac de SEC. Et forcément, c'est difficile d'aller trouver des recrues lycéennes très athlétiques. C'est un peu cliché ce que je dis, je suis désolé, mais enfin, voilà, c'est compliqué de vivre dans cet environnement qu'est la SEC. Mais voilà, le recrutement sera primordial pour qu'ils s'en sortent dans les années à venir. Et c'est d'ailleurs pour ça que Clark Lea a été recruté. C'est aussi un mec qui a montré qu'il savait recruter à Notre-Dame. Et je pense que ça peut marcher parce que d'abord, il y aura le nouveau contrat TV avec la SEC, et puis il y aura le réalignement. En fait, ces deux facteurs seront un levier pour mieux recruter, puisque Vanderbilt se retrouve, on a l'impression un petit peu par chance, au milieu de la meilleure conférence du pays. Euh, le programme va engranger encore plus d'argent qu'avant et va pouvoir notamment investir dans de nouvelles infrastructures et on verra comment le college football évolue, mais si on arrive d'ici peu dans une ère où les joueurs auront des salaires, Vanderbilt, et je pars du principe que ce ne sera pas régulé, Vanderbilt aura l'argent pour payer ses joueurs. Donc voilà, maintenant l'enjeu, je vais dire, c'est de rester dans la SEC et c'est de ne pas se faire virer, mais vu leur niveau en baseball, ça m'étonnerait. Euh, mais voilà, tu vois, c'est pas un programme qui fait pitié non plus. Ils sont optimistes là-bas, tu vois. Par exemple, lors du Media Day de la SEC, c'était il y a quelques jours maintenant, on enregistre le 2 août, Clark Lea a dit que Vanderbilt allait devenir la meilleure équipe du pays dans quelques années. C'est totalement fantaisiste et c'est clairement de la com. D'ailleurs, beaucoup de personnes se sont moquées de lui sur Twitter, mais ça montre un petit peu l'optimisme et dans lequel le programme règne. Et moi, je trouve ça très très bien. Ils en ont profité d'ailleurs pour changer le logo. Je sais pas si vous avez vu. Bon, moi, je trouve ça bof. On dirait un logo d'une marque, en fait. C'est pas vraiment. Coucou la Juventus. Bref.
Oh, attends, de toute façon, il y en a plein d'autres, des clubs comme ça, hein. Reims, Nantes, ça commence à faire beaucoup. Mais voilà, Vanderbilt a aussi, ah oui, tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de dire ça, il y a des nouvelles infrastructures qui vont voir le jour, puisqu'il y a 300 millions de dollars qui ont été investis pour tous les sports, notamment le basket, et l'équipe de football aura le droit à un tout nouveau bâtiment. C'est un sujet sur lequel Vanderbilt était plutôt en retard par rapport à ses concurrentes de la conférence. En 2022, alors là, on va aller un petit peu plus vite parce que vous savez, il n'y a pas grand-chose à dire sur Vanderbilt. Déjà, il y a un nouveau coordinateur offensif qui devait être le coach et receveur des Cardinals d'Arizona en NFL, mais qui est parti quelques semaines après sa nomination, après que Clark Lea lui ait retiré le playbook. Ça lui a pas plu en fait. Et il a donc été remplacé par le quarterback coach Joey Lynch, qui a nommé comme titulaire, on connaît déjà le titulaire, il s'agit de Mike White, qui n'était pas celui du début de saison en 2021, c'était Ken Seals, mais ce dernier s'était blessé à la main. Alors ses stats, en 10 matchs, il y en a starté que 6, hein, si je dis pas de bêtises, c'est 1042 yards, 8 touchdowns et 6 interceptions, plus 367 yards à la course. C'est un quarterback qui apporte aussi une dimension à la course qui sera intéressante pour une équipe comme Vanderbilt qui a besoin à tout prix de playmaking pour pouvoir exister. Les quarterbacks backup, c'est ça, c'est plutôt pas mal. Bah, ce sera évidemment Ken Seals et le true freshman Aggie Swan, qui était la meilleure recrue offensive de la classe 2022 et qui avait commit chez vous à Maryland, Elio, avant de flip pour aller à Nashville. Et tu sais pourquoi, justement, ça aussi, c'est intéressant. Swan, il est resté commis très très longtemps chez nous. Vraiment, il était vraiment. Enfin, je pensais pas qu'il allait flip. Et il a flip en fait parce que c'était plutôt un bon quarterback, un lycéen, franchement, des bonnes tapes et tout. Il a flip parce qu'en fait, Vanderbilt a un très très bon programme de baseball. Et ça, on n'a pas abordé le sujet. Mais vraiment, ils sortent beaucoup de joueurs en baseball. C'est un des meilleurs programmes du pays depuis des années et que AJ Swan joue également au baseball. Donc voilà, il voulait se donner deux options, plus le fait que ce soit une très bonne fac académique. Donc voilà pourquoi il a flip. Ce qui est c'est une belle destination en vrai, Tennessee. Bon, t'as pas trop de supporters dans le Bah, stade et lui, lui- faut gagner pour avoir des supporters, quoi. et puis il vient de Géorgie, donc il reste à côté de la maison. Enfin voilà, ça reste logique quoi comme choix. Bref, chez les receveurs et les tight ends, bah, il y a le meilleur receveur qui, en nombre de catch qui part, plus un autre qui transfère à Arizona State. Mais on voit le retour du deuxième meilleur en nombre de catch. Il s'agit de Will Shepard, qui a été encensé par ses coachs durant les spring practice. Et il est évidemment possible que les true freshmen jouent dès cette année. Et ça, c'est la constante en fait sur la présentation de ce roster, c'est qu'en fait, il y a peu de profondeur. Et comme la classe de 2022 a été de qualité et a aussi été une classe de quantité, il y a 27 joueurs qui ont rejoint Vanderbilt. Il se pourrait que beaucoup de ces gars-là jouent dès 2022 avec les avantages et les inconvénients qu'on connaît, mais on reviendra là-dessus après. Et il y a aussi le tight end Ben Bresnahan qui est attendu au tournant. Je pense que la force de cette attaque, ce sera le duo de running back avec Raymond Davis, un ancien joueur de Temple qui a sorti une très très bonne saison true freshman à plus de 1100 yards et 10 touchdowns. Et il sera accompagné de Rocco Griffin qui était le leading rusher l'an dernier avec 558 yards. Sur le O-line, et là c'est la plus grosse perte, Tyler Steen, le left tackle titulaire, est parti à Alabama. Voilà, ça rejoint tout ce qu'on vous dit maintenant avec les previews. Dès que tu as un superbe joueur d'une équipe comme Georgia Tech ou Vanderbilt, Georgia Tech, Jahmyr Gibbs et Vanderbilt, Tyler Steen, tu as Alabama qui vient les voir pour leur dire de rejoindre le programme. Puis, Euh, puis en proposant de l'argent également, tu vois, c'est ça le truc. Après, toi, bon, je le devine évidemment, et tu vois, c'est un choix rationnel évidemment pour Tyler Steen d'aller à Alabama s'il vise la NFL et s'il veut viser des opportunités de partenariat avec des marques. Mais voilà, c'est quelque chose dont il faut un petit peu s'habituer. Mais sinon, il y aura trois starters de retour et l'arrivée depuis le portail des transferts de Jacob Brammer en provenance de North Texas, qui aura la lourde tâche de le remplacer, chose qui ne sera pas du tout facile. Du côté de la défense, c'est la force relative de Vanderbilt, bien que ça ait été la pire défense de SEC l'an dernier. Si je dis que c'est la force relative, c'est parce que c'est la spécialité de Clark Lea, qui a toujours eu d'excellentes défenses par le passé avec ses précédentes équipes, lui qui est spécialiste des linebackers. Alors, malheureusement, il ne pourra pas compter sur son coordinateur défensif, Jency Minter, qui est parti à Michigan, mais il pourra compter sur Nick Howell, l'ancien coordinateur défensif de Virginia, et enfin sous Bronco, sur Bronco Mendenhall, et même quand il était à BYU, c'était son défensif coordinateur.
Lui, la défense va changer, on passera en 4-3. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose à retenir. Si, allez, chez le linebacker, tu as Anferni Orji qui est de retour avec 92 plaquages et 13 plaquages pour perte. Il y a aussi l'arrivée du linebacker Kane Patterson en provenance de Clemson, qui était aussi un joueur intéressant au lycée. Et chez les DB, j'ai rien à vous dire pour être honnête, hormis qu'il y a l'arrivée, je suppose, d'un joueur d'origine haïtienne ou haïtien, tout simplement, qui s'appelle Jérémy Lucien. Voilà, si j'ai pas tant de choses à vous dire que ça, c'est parce que beaucoup de freshmen devront jouer à cause du manque de profondeur. Du côté du calendrier, c'est le même combat que Georgia Tech, Elio. Euh, Tu joues en sec et Vanderbilt cette année affrontera Alabama et Georgia. Et devine quoi? Les deux matchs à l'extérieur, à Tuscaloosa et à Athens. Ça fait vraiment, vraiment mal. Après, je pense qu'il y a quatre premiers matchs qui qui dicteront leur saison en fait. Hawaï, le 27 août. Le seul problème, c'est qu'ils se déplaceront là-bas. Sachant que l'an dernier, ils ont perdu leur premier match face à une FCS. Rien ne dit qu'ils vont battre Hawaï, mais bon, Hawaï est quand même dans une situation dégueulasse. Tous les joueurs sont partis du programme. Après, ils reçoivent Elon, une équipe de FCS. Ils se déplacent à. Non, ils reçoivent Wake Forest. Bon, ça, c'est des fêtes à assurer. Puis, il y a un déplacement à Northern, Illinois, chez les Huskies. Si là-dedans, ils peuvent ramasser 2 victoires, euh, je pense que ce sera une saison réussie. C'est compliqué de parler de saison réussie quand tu perds autant de matchs, mais ça sera déjà très très bien. Alors s'ils arrivent à en gagner un troisième, si par miracle ils arrivent à aller battre Northern Illinois, mais ça sera une superbe saison puisqu'ils seront sur un bilan de 3-9. Si je parle de bilan de 3-9, c'est parce qu'après Alabama, Ole Miss, Georgia, Missouri, South Carolina, Kentucky, Florida et Tennessee, ça gagne 0 match. Même si l'an dernier, face à South Carolina, ils étaient proches de gagner, ils ont perdu 21-20. Euh, Toutes les équipes là que je viens de citer sont bien au-dessus. Voilà, il n'y a aucune chance de gagner. D'où mon pronostic de 2-10 pour cette fin de saison, Elio. Et ben, je te suis aussi 2-10 ou 3-9 avec Elon, Hawaii et NYU, enfin Northern Illinois, si les planètes Ah, s'alignent. Mais voilà, mais encore une encore, tu fois, vois, ouais. enfin, j'ai pas précisé parce qu'on n'a pas fait la préview, mais Northern Illinois, si C'est on a fait la pour préview, ça. la MAC, C'est pour ça que j'ai hésité c'est à le mettre. vainqueur, c'est le vainqueur sortant de la MAC. Ouais, Donc, ouais, donc c'est pour ça que j'ai hésité. En plus, ça se passe du hmm. côté de l'Illinois, donc bon, on verra bien. Bah Mais voici. bref, ça sera juste, je veux dire que c'est une saison de transition, même si c'est la deuxième de Clark Lea. Je pense que l'idée là, et c'est ce qu'attendent les fans, c'est de faire jouer les freshmen, leur donner de l'expérience pour pouvoir compter sur eux quelques années en 2023, 2024, 2025. Et une saison réussie, ça ne sera pas forcément une saison réussie au niveau du bilan, mais une saison où Vanderbilt jouera beaucoup mieux et gommera en fait ses faiblesses de 2021. Exactement, et les freshmen, une fois qu'ils seront bons, ils transféreront dans des plus grosses équipes de sacs qui leur proposeront des sacs à billets. Ok, merci, au revoir. Bon, en tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. Merci à toi, Gus. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle preview. Salut tout le monde. Salut à tous.